Are your ulcerative colitis symptoms proving difficult to manage? Tremfya guselkumab can help you manage the cycle of UC symptoms. At 1 year, many patients taking Tremfya achieved clinical remission, and some patients also achieved endoscopic remission. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions and increased risk of infections may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Ask your doctor if Tremfya can help you manage the cycle of UC symptoms. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit tremfyaradio.com. There are some things in life that just shouldn't be forgotten, like bringing your keys when you leave the house, setting your fantasy lineup, and most importantly, having Hidden Valley Ranch to watch the game. Especially if wings are on the menu. Those creamy, zesty Cool Ranch flavors take each spicy, savory bite to an unforgettable level. Hidden Valley Ranch, only serious about flavor. Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Touchdown Actu, épisode Free Agency, épisode Actualité NFL. Vous l'avez vu, Lucas n'est pas là aujourd'hui quand les titulaires sont absents, ce sont les remplaçants qui rentrent sur le terrain. Victor Roulier, ravi de vous accueillir, mais heureusement, j'ai avec moi un titulaire qui va m'aider à élever mon niveau de jeu pour garder le même niveau de qualité, évidemment. C'est Raphaël Masmejean. Bonjour à toi, Raphaël. Salut Victor, bonjour à toutes et à tous. Et je tiens à préciser que cet excès de modestie vraiment est surprenant de ta part. Mais Comment ça, surprenant? Tu veux dire que j'ai la réputation d'avoir une grosse tête? Non, personne n'y croit. Personne n'y croit. Non, mais très content d'être avec toi. Et bien sûr que tu es plus qu'un remplaçant, Victor. Tu es un titulaire à part entière. Bah, je l'ai fait faux bon à la draft, alors du coup, je me rattrape ici, tu vois. Alors, Raphaël, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a deux gros sujets, mais d'autres actualités qu'on va évidemment débriefer par ailleurs. Le premier gros sujet, ce sont les Minnesota Vikings. Donc, les Vikings, l'année dernière, sont allés en play-off avec Sam Darnold, ont échoué au premier tour des play-offs, comme ça leur était déjà arrivé il y a 2 ans, alors que les 2 fois, ils étaient quand même favoris. Ils ont finalement décidé de laisser partir Sam Darnold, qui est parti à Seattle, vous en avez parlé dans des épisodes précédents. Mais pour autant, Minnesota a eu la main lourde en termes de recrutement, puisqu'il y a le centre Ryan Kelly, Isaiah Rodgers, cornerback, Will Fries, the guard, Jonathan Allen et Javon Hargraves, les defensive tackles. On peut aussi parler de Jeff Okudah, l'éternelle déception, lui qui avait été pris très haut à la draft au poste de cornerback. Et il y a eu des prolongations. Il y a même eu un trade pour Jordan Mason. Le seul départ impactant, à part Sam Darnold, évidemment, c'est le centre Bradbury, mais qui est donc remplacé par Kelly. Donc forcément, ça fait du sens. Ce qui semble se dessiner, à moins d'un énorme retournement de situation, c'est-à-dire une signature d'Aaron Rodgers, c'est que J.J. McCarthy, choisi au premier tour de la dernière draft, devrait devenir le titulaire cette saison. Est-ce que tu aimes cette stratégie de dire, quand bien même on est un quarterback titulaire, on va quand même renforcer, on ne va pas se contenter d'attendre et de voir ce qu'on a, on se renforce dès maintenant, parce que si tout clique, on peut jouer le Super Bowl à très court terme. Oui, tu l'as dit, il y a tous ces renforts de l'intersaison. Je trouve la stratégie de Minnesota complètement cohérente et d'autant plus pertinente.
vu qu'il semble faire de JJ McCarthy le titulaire au poste de quarterback. Tu l'as dit, il y a une petite rumeur autour d'Aaron Rodgers auquel on ne croit pas. Je sais que toi aussi, hein, il me semble, on ne croit pas particulièrement. En tout cas, ça nous semble assez loin. Pourquoi avoir fait partir Sam Darnold? Pourquoi avoir fait tout ça si c'est pour faire signer un Aaron Rodgers qui certes est peut-être pas si fini que ça, mais en tout cas n'a pas été particulièrement brillant non plus du côté des Jets. Mais en tout cas, donc, si on est dans l'optique que vraiment JJ McCarthy est le quarterback numéro 1 sans discussion possible du côté de Minnesota, et c'est ce que je crois, la stratégie me semble cohérente parce que tu profites d'un contrat rookie et d'avoir de l'argent finalement cette année, l'année prochaine, grâce à une faible masse salariale, en tout cas un faible, on va dire, au fait que le quarterback prend peu d'espace dans cette masse salariale. Donc, tu as de l'argent, tu peux en faire quelque chose. Et donc, l'idée, c'est quand même, on a un effectif qui est calibré pour les playoffs. Ils l'ont été l'an dernier. Ils sont peut-être passés à côté, mais en tout cas, il y a quand même des atouts dans cette équipe. Tu renforces cet effectif via la free agency parce que tu as de l'argent et tu vas pouvoir en plus à la draft. Là, les Vikings, pour moi, à la draft, ils sont un peu dans une position de roi. C'est vraiment prendre le meilleur joueur disponible, peu importe le poste. Sincèrement, ils n'ont pas tant de besoin que ça. Ils prennent le meilleur et puis voilà. Donc, ils ont un effectif totalement compétent, enfin concurrentiel. Et donc, oui, moi, je valide totalement cette stratégie qui est d'avoir renforcé l'effectif et profiter du contrat de JJ McCarthy pour ça. Oui, je pense en effet qu'il y a globalement quand même alors évidemment, il y a une course à chaque fois qu'il y a un quarterback en contrat rookie. On pense à Brock Purdy, on pense à Jalen Hurts lors de son premier Super Bowl, etc. etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on voit la NFL quand même, la manière dont elle évolue. Je ne veux pas diminuer le poste de quarterback parce que ça reste le poste le plus important, mais on voit l'importance que sont les lignes. On voit l'importance qu'est avoir une défense stable et un bon coordinateur défensif. On voit l'importance d'avoir des running backs polyvalents. Et en fait, finalement, il coche toutes les cases. Donc, McCarthy, c'est un peu comme à Michigan à l'époque. Qu'il soit le meilleur ou pas, il est tellement bien entouré que s'il est juste suffisamment bon pour faire tourner le système, c'est déjà pour moi important. Là où les Vikings, pour moi, et j'insiste, il y a peut-être que pour moi que c'est important, mais quand même, ils ont fait 2 chokes en playoff ces 3 dernières années, dont c'était quand même contre les Giants la première fois, c'était pas non plus… voilà. Je pense que cette équipe a aussi une sorte de plafond de verre qui s'y est mis et que pour briser ce plafond de verre, il faut aussi prendre des risques en prenant des joueurs d'expérience, mais aussi en disant on fait confiance aux jeunes parce qu'après tout, on a vu que les Eagles et les Chiefs étaient au Super Bowl il y a quelques mois, alors qu'ils font partie des effectifs assez jeunes de cette ligue. Surtout les Eagles sont au 3e ou 4e plus jeunes. Donc, je pense qu'il y a une sorte d'équilibre à trouver. Les Vikings ils se sont permis de rajouter 2-3 vétérans à des prix raisonnables, comme Javon Hargraves, qui est peut-être à moitié cramé, mais sur un certain nombre de snaps ou sur certains systèmes, il peut être encore très utile. Il est peut-être plus le joueur qui fera première, deuxième, troisième tentative, mais ça reste très utile. Et ils essayent de créer une sorte de lien entre ces jeunes et ces vétérans. Et je trouve que c'est une des équipes où, quand on voit l'intersaison, on dit ouais, on comprend ce qu'ils veulent faire en fait. Ça paraît assez clair, assez intelligent. Oui, ça paraît assez intelligent. Tu l'as dit. Je trouve là, ce qui est très significatif, c'est la construction par les lignes. Les ajouts principaux sont vraiment sur la ligne offensive et sur la ligne défensive, intérieur de la ligne même pour le coup, avec Kelly et Fries côté offensive et même défensive. Allen et Hargrave, on est vraiment pour jouer sur le centre de la ligne défensive. Donc, il y a des faiblesses qui ont été aperçues en play-off. Ils veulent gommer ça renforce le système. Enfin, tu l'as dit, Hargrave, c'est plus le joueur qu'il a été. Maintenant, sur des situations pour apporter de la pression depuis l'intérieur de la ligne défensive, dans le schéma de Brian Flores, qui va pouvoir blitzer et être certain que son centre de la ligne va être cohérent et tu peux faire des schémas de blitz autour de ça. Enfin, je trouve que ça peut quand même changer la donne parce que c'était un des problèmes de cette équipe, sa difficulté à mettre la pression depuis l'intérieur de la ligne. Donc ouais, ça complète, c'est cohérent, on comprend ce qu'ils veulent faire. Et tu l'as dit, finalement, le plafond de cette équipe va correspondre à JJ McCarthy.
Toutes les intersaisons, on a nos papiers et nos pastilles preview de l'année et on essaye de ne pas mettre le quarterback en facteur X. Là, pour le coup, je crois que pour Minnesota, on ne peut pas faire autrement que dire que JJ McCarthy sera le facteur X de la saison. Honnêtement, j'ai pas souvenir d'un quarterback, je vais dire rookie. On sait très bien qu'il ne l'est plus, qu'il est en deuxième année, mais en tout cas rookie dans le sens qu'il n'a pas encore mis le pied sur le terrain. J'ai pas souvenir d'un quarterback qui n'a pas débuté arriver dans une situation aussi bonne. Sincèrement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un quarterback qui est arrivé dans une équipe aussi bien rodée, avec un coaching staff établi. Donc là, peut-être Brock Purdy, justement. Ouais, peut-être était Brock quand Purdy, même arrivé dans des Niners qui étaient déjà assez complets avec Shanahan, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il prend le pouvoir dans une équipe qui sort quasiment d'un Super Bowl avec Garoppolo. Tu as raison, Brock Purdy. Alors, est-ce que comparaison égale raison, on verra. Mais voilà, ça n'arrive pas tout le temps, en tout cas. Et c'est vrai que là, il a quand même peut-être pas un bolide entre les mains, mais il a une très belle voiture entre les mains, McCarthy. Et je trouve ça intéressant et cohérent de la part des Vikings. De toute façon, ils l'ont choisi au premier tour. Donc, c'est qu'ils croient en lui, ils voient quelque chose en lui. Donc, maintenant, il faut lui filer les clés du camion et on va voir. Eh bien voilà, on saura d'ici 1 an si le camion s'est pris la rambarde ou si le camion a réussi sans encombre à atteindre sa destination. Deuxième sujet, les Bengals. Les Bengals ont prolongé Ja'Marr Chase et T. Higgins. 161 millions pour Chase, 115 millions pour Higgins, faisant de Chase le joueur le mieux payé des non-quarterbacks et faisant de Higgins le 9e receveur le mieux payé de la ligue. On l'a dit, c'est un énorme investissement. Après, avec le cap qui prend 20% tous les ans, je suis honnêtement pas sûr que ça soit un problème. Il y a un très bon papier, cependant, qui a été fait sur le site, je vous invite à le lire, par Cyprien sur le cas des Bengals. Les Bengals, aujourd'hui, l'année dernière, ils ont échoué parce que leur défense prenait des vagues de points toutes les semaines. Les Bengals, ils ont prolongé Higgins Chase, c'est très bien. Sauf que leur recrutement derrière, c'est Oren Burks, TJ Slayton et Samaje Perine. Avec, en plus, le départ de Sam Hubbard en défense. Et un Trey Hendrickson, qui est potentiellement tradable ou pas. Hein. Ouais, à mon avis, il va faire une Myles Garrett, on en reparlera, mais il va signer un gros contrat et après, il va dire que c'était pour amour du maillot. Mais pour le coup, Raphaël, la question, c'est, voilà, au niveau de ces Bengals, ok, on garde ce triangle d'or, tout ce qu'on veut, mais est-ce que finalement, on n'a pas réglé aucun problème là? Parce que les problèmes en défense et les problèmes de ligne, ils sont toujours là. Alors, oui, les problèmes sont toujours là, ça c'est certain. Ça me paraît indéniable pour le coup. Moi, là, je fais un petit pas de côté. D'un point de vue purement spectateur de la NFL, je suis très content du choix fait par les Bengals parce qu'on va continuer à avoir une superbe attaque, un superbe jeu aérien. Ça va continuer à nous régaler tous les dimanches. Donc, d'un point de vue purement neutre, on va dire, j'apprécie cette stratégie. Maintenant, tu as raison, si on essaye de se placer un peu plus, on va dire, en termes de manager, de GM, sur des perspectives peut-être un peu plus long terme, c'est vrai que le choix peut apparaître risqué et pas le plus intelligent. Tu l'as dit, il y a ces problèmes sur la ligne offensive, il y a ces problèmes sur la ligne défensive. Maintenant, j'ai quand même un peu envie de prendre le contre-pied de tout ça en disant que c'est un choix assumé et réfléchi, alors qui arrive un peu trop tard. Je pense que les deux joueurs auraient pu être prolongés déjà l'an dernier, voire il y a 2 ans, et à un coût moindre, forcément. Bon, bref, c'est fait un peu à rebours. Mais moi, je trouve ça jamais inintéressant, une équipe qui décide de continuer sur ses points forts, un point fort qui leur permet quand même de passer pas loin de la qualif en play-off. Ça se joue malgré tout à pas grand-chose. Donc, je pense que cette stabilité-là offensive leur permet de rester dans le haut du panier de la ligue et qu'en fait, finalement, pour moi, c'est une stratégie sur 2 pieds. Je mets beaucoup d'argent sur mon attaque, enfin sur ce trio-là pour être plus précis, et je vais espérer faire, et là, ça sera le rôle du GM et des scouts de l'équipe, je vais espérer faire les bons choix défensifs à la draft, en fait. Ils partent là-dessus maintenant. Pour moi, leur stratégie, c'est
de faire des bons choix à la draft qui permettent d'ajouter du sang neuf en défense et sur la ligne offensive, qui vont permettre d'élever le niveau. Est-ce qu'ils vont le réussir? Je n'en sais rien. C'est vrai que leurs dernières drafts sont pas forcément flamboyantes du côté de Cincinnati, donc il y a un vrai risque là-dessus. Mais pour moi, je pense que c'est une stratégie qui peut se tenir à condition de réussir les bons coups. Maintenant, est-ce que ça va être le cas? C'est un autre sujet. Oui, après ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont à 2 drafts de réussir, entre guillemets. Je trouve que tu as raison sur le timing, ils les signent trop tard. Il y a des équipes qui sont spécialistes de ça. C'est-à-dire, tu vois les Cowboys. Les Cowboys, ils refusent de signer Lamb. Ils le signent 1 an plus tard. Du coup, le marché a pris 10 millions. C'est ça. Je veux dire, c'était... et ils font pareil avec Parsons. Ils auraient signé Parsons avant Garrett. Ils ne signent pas à 40 millions. Je suis d'accord. Franchement, Ja'Marr Chase, pour moi, presque à la fin de sa première année de contrat, tu peux presque lui proposer une prolongation de 10 ans et que tu la revois s'il veut. Tu remets des clauses pour revoir le contrat tous les 2 ans si ça lui fait plaisir. Mais tu as des mecs comme ça, c'est des talents premium. Pourquoi attendre la fin du contrat pour lui en proposer un nouveau? Moi, je suis... Mais là-dessus, moi, ça me dépasse. Quand tu vois les Eagles qui signent Brown et Smith 2 ans avant la fin de leur contrat, les Bills qui signent Josh Allen 2 ans avant la fin du contrat, etc. Les Ravens font beaucoup ça sur les joueurs de ligne aussi. Et bizarrement, c'est les équipes qui sont toujours au top tous les ans. Ouais, c'est clair. Parce que c'est des équipes qui anticipent le marché, notamment avec un cap qui prend 20% tous les ans. Dès que tu peux re-signer tes mecs, tu les re-signes. Parce que dans 2 ans, je peux te jurer que 40 millions par an, il y a 15 défenseurs qui y sont. Ouais, c'est possible, ouais. Donc, autant anticiper. Je pense que, voilà, il y a... Après, je pense que ça va créer un autre problème aussi, c'est que ça va faire un peu effet boule de neige, c'est-à-dire que toutes les stars, tous les 2 ans, vont demander des revalorisations si le cap continue à augmenter. Mais ça, c'est encore un autre débat. Moi, vraiment, je suis perplexe parce que investir sur tes cibles, oui, évidemment, mais la priorité de ton intersaison, c'était quand même de renforcer les lignes. Et là, aujourd'hui, il y a 2 trous béants qui sont à ligne offensive et à ligne défensive. Et je fais partie des gens qui pensent qu'on ne peut pas gagner un match de football, ou en tout cas, on ne peut pas gagner une saison si on n'est pas dominant sur les lignes. Et je reste persuadé, parce que mine de rien, Burrow, alors il y a eu des blessures, tout ce que vous voulez, mais Burrow, même s'il fait un Super Bowl, c'est quoi? C'est 2 qualifications en playoff sur les 5 dernières saisons. Je veux dire, c'est pas comme si on était sur une équipe, c'est pas les Ravens, quoi. C'est pas une équipe qui tous les ans est pas loin en finale de conférence ou autre. Là, on parle d'une équipe qui a fait un Super Bowl et depuis pas grand-chose. Et respectueusement, mais je trouve qu'il y a eu cette fenêtre de 2 ans où ils font Super Bowl et finale de conf, si je dis pas de bêtises. Et depuis, c'est sur la pente descendante. Et là, les lignes continuent à être moins bonnes d'année en année. Et j'ai peur qu'à un moment, ça se prenne un mur. Honnêtement, je suis très sceptique sur ce que font les Bengals aujourd'hui. J'entends. J'ai envie de dire que les résultats te donnent en partie raison. Tu l'as mentionné, ces qualifications en playoff ratées. Alors, même s'il y a une des saisons où tu as un Joe Burrow qui rate pas mal de matchs, donc forcément, ça fausse un peu ça fausse la donne, on va dire. Mais c'est vrai que globalement, les résultats sont peut-être pas au niveau attendu. Après, il y a du changement de coaching en défense. Est-ce qu'ils espèrent que le nouveau coordinateur défensif puisse aussi apporter quelque chose en plus, faire progresser les joueurs sur la ligne défensive? Je sais pas. Pour moi, la petite interrogation, c'est que malgré tout, ton intersaison, tu es obligé aussi un peu de la juger à la fois via la free agency et via la draft et ce que tu vas y faire. Tu le sais bien. Et c'est vrai que du coup, à ce niveau-là, on manque encore peut-être un poil de visibilité sur cette intersaison des Bengals. Je ne sais pas, mais imaginons que Cincinnati consacre tous ses choix de draft sur des linemen offensifs et défensifs. Alors bien sûr, il y a une part de chance. Est-ce que ça va suffire à renforcer l'équipe? On ne peut pas le dire encore à l'heure actuelle, mais voilà, j'ai l'impression qu'en tout cas, eux, ils font un choix assumé. C'est d'un point de vue salarial, c'est de vraiment stabiliser, contrôler, garder sous la main leur skill player. Est-ce que c'est le plus pertinent? C'est vrai que le modèle NFL montre que c'est peut-être pas le meilleur choix. Maintenant, ça me paraît pas totalement improbable de réussir à gagner comme ça. Donc, mais je comprends les doutes. Je pense vraiment que
je comprends ce que tu veux dire sur la draft et je suis en train de préparer un papier qui sera publié dans quelques semaines sur justement ceux qui ont gagné au Super Bowl ces dernières années, qu'est-ce qu'on peut en revenir. Ce que tu vois, c'est que chaque équipe est à 2-3 drafts d'être un vrai contender. Mais en une draft, tu ne régleras pas les problèmes. Non. Donc, ça veut dire que tu ne joues pas le titre en 2025 et que tu lances ta construction. Et c'est peut-être ce qu'il faut faire pour être à nouveau un contender en 2026-2027. Pour moi, quand tu as Burrow, c'est dommage de perdre des années comme ça. Je te rejoins. J'ai l'impression qu'en fait, ils font aujourd'hui ce qu'ils auraient dû faire il y a 2 ans. Après, c'est facile à dire, c'est facile de réécrire l'histoire, de dire si, machin, oui, bon, d'accord. Mais voilà, je pense qu'au niveau du management, ça n'a peut-être pas été géré de manière absolument optimale. Bon, on va passer à nos actualités brûlantes. Et la première, évidemment, c'est Myles Garrett. Myles Garrett qui demande son trade en disant « Je veux aller dans une équipe qui gagne. Je veux gagner. Je ne ferai pas une Joe Thomas. Je veux gagner dans ma vie. » Là, les Browns sont arrivés en lui disant « Et pour 40 millions d'euros, qu'est-ce que tu en penses ?» Il a signé, évidemment, pour 4 ans, 160 millions d'euros. 160 millions de dollars, pardon, tout en faisant un article 2 jours plus tard en disant « J'ai re-signé, mais ce n'est pas pour l'argent, c'est parce que je crois à nouveau que les Browns peuvent gagner des matchs. » Alors, Raphaël, est-ce que on se dit que peut-être, il a signé pour l'argent, ou est-ce que tu penses que les Browns sont devenus d'un coup un contender pour le titre ? Non, bien sûr qu'il a re-signé pour l'argent. Là-dedans, il y a un peu de politiquement correct, de démagogie, de tout ce que tu veux de la part de Myles Garrett. C'est un peu dommage parce que j'espérais qu'il nous anime cette intersaison avec un potentiel trade blockbuster de Myles Garrett. Ça aurait pu être sympa pour le visage de la ligue. Après, oui, il se ridiculise un peu en signant directement après ça un gros contrat parce qu'objectivement, cette intersaison des Browns n'a absolument pas de quoi rassurer les fans. Il n'y a aucun mouvement, enfin, à mon sens, il y a absolument aucun mouvement ou signature de qualité particulière, ou en tout cas de joueurs qui peuvent donner une ampleur significative, une ampleur nouvelle à cette équipe. On va avoir une bataille pour le poste de quarterback, a priori, entre un Deshaun Watson qui peut encore une fois, peut-être potentiellement revenir d'entre les morts, pour ceux qui y croient encore, et rappelons qu'il est gravement blessé quand même. On a c'est Mason Rudolph qui a été signé. Non, Kenny Pickett, pardon. Kenny Pickett, oui. Ne confonds pas les quarterbacks blancs interchangeables. Oui, pardon. Kenny Pickett qui est venu d'un échange, joli braquage, encore une fois, de Philadelphie, de réussir à récupérer un tour de draft pour Kenny Pickett. Ça me paraît encore improbable. Et puis, il y a cette rumeur, Russell Wilson, peut-être. Que viendrait-il faire dans ce marasme ? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que cette intersaison des Browns, elle est tellement... Désolé pour le terme, mais elle est plus que médiocre, elle est nulle. Donc, on ne comprend pas bien ce qui a pu rassurer Myles Garrett là-dedans. J'avoue que moi, je suis absolument... Donc, à partir de là, je ne vois pas quel peut être l'autre argument que le financier. Moi, c'est vrai que j'aime bien dire que le cap n'existe pas, mais enfin, quand tu donnes 230 millions totalement garantis à un quarterback, ça aide pas. Surtout quand tu restructures tous les ans pour déplacer le cap, mais bon, il sera toujours là, il faudra le payer un moment. Oui, en plus, dans la conférence, il parle 2 fois d'une éventuelle arrivée de Russell Wilson comme étant le sauveur. Alors, je ne sais pas si ça viendra ou pas, et même si Russell Wilson est là, je ne suis pas sûr que ça soit particulièrement le sauveur aujourd'hui. C'est une situation qui est extrêmement compliquée aujourd'hui. Les Browns, ils sont clairement bloqués par ce contrat gigantesque pour Deshaun Watson. Heureusement, maintenant, ils recommencent à avoir des choix de draft, ce qui n'a pas été le cas pendant 3 ans, justement à cause de ce trade-là. Donc, oui, quand tu vois Kenny Pickett, on lui dit « tu auras la chance de te battre pour la place titulaire », sachant que Deshaun Watson, il s'est reblessé en mars, donc rien ne dit qu'il sera là en septembre. Bon, si tu commences la saison avec Kenny Pickett, alors je sais bien qu'il a joué des snaps au Super Bowl, et il a une bague de champion NFL. Mais bon,
ça reste compliqué, quoi. Donc, vraiment, je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que à la place de Myles Garrett, j'aurais certainement fait pareil. Tu prends l'argent, il n'y a pas de problème, tu as des factures à payer. Moi, je respecte ça. Mais par contre, bon, va pas derrière dire que c'est un choix du cœur. Tu te fais juste discret et tu dis rien. Parce que, bon, évidemment que là, tu n'as pas choisi de gagner, tu as choisi l'argent. Et puis, pourquoi pas, tu as droit, c'est pas le problème. Pardon, hein, je me suis demandé, est-ce que du coup, dans cet échange qu'il aurait eu avec le front office des Browns, est-ce qu'il lui aurait donné une sorte de garantie de drafter un quarterback en lui disant « T'inquiète, on a trouvé notre pépite du futur », tu penses? C'est aussi une possibilité parce qu'ils sont en 2. Donc, mais à voir ce que font les Titans, parce qu'il y a quand même une glorieuse incertitude aujourd'hui des Titans qui peuvent prendre Travis Hunter, qui peuvent prendre Abdul Carter, mais qui peuvent aussi prendre un quarterback. Donc attention à ne pas se faire piquer le quarterback. Mais en tout cas, ça sera intéressant de voir comment ça se déroule. Prochain sujet, Cooper Kupp, qui arrive aux Seahawks pour 3 ans et 45 millions de dollars. Alors lui, il n'arrive pas forcément pour gagner, encore que les Seahawks sont une belle équipe, hein, mais il revient chez lui, puisque c'est la région de laquelle il est originaire, c'est la région dans laquelle il a fait son parcours universitaire. On voit parfois ce genre de joueur qui, en fin de carrière, revient un petit peu près de sa famille, tout ça. Malgré tout, est-ce que Cooper Kupp, c'est un fit pour les Seahawks, qui ont déjà un joueur comme Jackson Smith-Njigba, qui aime beaucoup être dans le slot? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un doublon plutôt que d'avoir vraiment de diversifier les cibles au niveau des Seahawks? C'est vrai que j'ai un doute là-dessus. Autant, tu l'as dit, d'un point de vue du joueur, je comprends la signature. Tu l'as énuméré, il y a beaucoup de choses qui collent et qui sont intéressantes pour lui, donc pas de souci là-dessus. Mais je suis plus sceptique du point de vue de Seattle, qui en plus a quand même, on le rappelle, a laissé partir Tyler Lockett, a tradé DK Metcalf, donc a laissé partir Geno Smith. Donc on a l'impression que Seattle était un peu en mode reconstruction totale de cette attaque. Et du coup, dans ce cadre-là d'une reconstruction totale de l'attaque, est-ce qu'aller signer Cooper Kupp, en plus à un tarif pas faible, hein, pour le coup, est-ce que c'est vraiment dans la continuité de cette reconstruction de faire venir ce receveur-là qui a été quand même un peu en difficulté l'an dernier? C'est un des receveurs qui avait le plus de mal à créer de la séparation. Alors heureusement qu'il reste qu'il lui reste un certain talent pour réussir des réceptions contestées, mais c'est vrai qu'on l'a vu en difficulté l'an dernier. Tu l'as dit, il y a un profil globalement similaire, ou en tout cas qui se rapproche de celui de Njigba. Je reste très, très dubitatif par cette signature du point de vue de Seattle. Le côté que je vois, c'est amener quand même un joueur qui a un certain leadership, qui a jamais fait de vague. Donc, amener ce côté vétéran dans une escouade, dans une attaque qui, pour le coup, risque d'être très, très jeune avec peu d'expérience. Donc, en dehors de ce côté-là, on va dire leadership, je vois pas bien l'apport espéré par Cooper Kupp. Ou alors, ils espèrent qu'il fasse un peu une Adam Thielen côté Panthers, qu'il puisse accompagner et élever le niveau de jeu d'un jeune quarterback. Mais alors, d'un jeune quarterback, Sam Darnold n'est pas jeune pour le coup. Je sais pas. Est-ce qu'ils espèrent qu'il y ait une connexion entre Sam Darnold et Cooper Kupp? Peut-être. C'est vrai que je suis un peu comme toi, assez dubitatif par cette signature-là. Oui, moi je comprends le joueur, je comprends pas l'équipe. C'est-à-dire que tu te sépares de Metcalf d'une menace profonde, tu remplaces par un Cooper Kupp. Je suis pas sûr que ça soit particulièrement le bon choix, sachant que tu as déjà Smith-Njigba et Jake Bobo sur les tracés courts, pardon. Donc je suis assez sceptique. Bon, prochain sujet, Joey Bosa, dont on a dit qu'il allait rejoindre son frère, raté. Il part à Buffalo. Alors pour le coup, Buffalo, on ne peut pas leur reprocher de ne pas blinder la ligne défensive. Hein. Ça fait 2-3 saisons. Bon, malheureusement, on a vu que ils ont 2 suspensions dans les nouveaux arrivants. Ça, c'est assez rigolo. C'est quand même pas de bol. Puisque je crois que c'est Hutch et c'est Ogunjobi. Exactement. Donc voilà, pas de chance. Mais malgré tout, voilà, il y a toujours un investissement là par contre sur les lignes pour dominer ce football. Joey Bosa, il est fragile, trop fragile, on le sait. Ça reste malgré tout, pour remplacer Von Miller,
on remplace, on va dire, une légende, sauf mon respect, un petit peu cramé, un petit peu daté, Complètement même, honnêtement. par un joueur un peu moins cramé, mais je l'ai dit, malgré tout fragile. Ça reste quand même important. On voit qu'il y a une vraie volonté tous les ans de blinder encore et toujours cette ligne pour les Bills. C'est une priorité de l'intersaison chaque année. Oui, c'est une priorité. Écoute, moi j'aime bien quand même cette signature. C'est un contrat d'1 an pour une quinzaine de millions, de mémoire c'est 14 millions. C'est pas un risque en fait que prend Buffalo pour le coup. Tu l'as dit, c'est un pari qui peut ressembler à celui de Von Miller qui a échoué, mais il retente à nouveau. Ils ont bien raison parce que de toute manière, apporter de la pression en NFL, la ligne défensive, c'est quand même un facteur clé. Sur le côté blessure de Joey Bosa, c'est certain, il a beaucoup de soucis de santé. Maintenant, ce qui me donne un peu d'espoir, on va dire, du côté de Buffalo, c'est que contrairement à Los Angeles où Joey Bosa était, en attendant que l'arrivée de Khalil Mack a été le facteur numéro 1 du pass rush, un joueur qui jouait énormément de snaps quand il le pouvait. Là, il arrive quand même sur une ligne défensive qui a un système avec beaucoup de rotation. On sait que Buffalo a une ligne défensive qui fait beaucoup, qui change beaucoup les joueurs entre les snaps. Donc, c'est vrai que le fait que Bosa puisse jouer finalement moins de snaps, être moins sollicité, peut-être que ça peut lui permettre physiquement de tenir un peu plus la route sur la longueur d'une saison. Donc, pour un joueur qui va vraiment être utilisé en situation de pass rush, qui peut apporter un peu de big play, de grosses actions, moi, je trouve que c'est vraiment une signature intéressante de la part de Buffalo, qui, encore une fois, ne prend pas de risque. Et cette signature-là, pour élargir un tout petit peu rapidement du côté de Buffalo, moi, je trouve qu'au-delà de la ligne défensive, elle montre aussi la stratégie de Buffalo qui a le sentiment que le groupe est là, le groupe est prêt, le groupe est complet pour aller chercher le titre et qui, en fait, cherche des petites touches de joueurs très expérimentés pour faire la différence. Quand tu regardes les signatures qu'ils font, les Joshua Palmer, on a parlé de Hodge, Ogunjobi, qui certes vont rater des matchs, mais en tout cas, si tu regardes la plupart des signatures de Buffalo cette intersaison, c'est des joueurs qui ont 4, 5 ans d'expérience en NFL, des mecs qui savent comment marche la ligue, qui vont apporter de la rotation dans un banc. Et on sait à quel point un banc en NFL, c'est important parce que les blessures s'accumulent au cours d'une saison. Donc, pour moi, le message, Bosa, il incarne vraiment, il illustre ce message de Buffalo. C'est on est prêt, on a l'effectif, on ajoute les petites touches. Et bien sûr, il va falloir que ça clique. Mais en tout cas, on fait ce qu'il faut pour aller au bout cette année encore. Et à partir de là, je trouve que c'est quand même bien mené. Je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis sur la même ligne que toi. On va finir en faisant rêver les grands et les petits, particulièrement les fans des Colts. Messieurs, votre équipe va être évidemment attractive dès le mois de mai, puisque pendant tout le printemps et tout l'été, ce sont deux monstres qui vont s'affronter pour la place de titulaire au poste de quarterback. À ma droite, Anthony Richardson. À ma gauche, Daniel Jones. Raphaël, que peut-on dire? Est-ce que, quand on a deux monstres pareils, est-ce qu'il ne faut pas juste profiter? Non, mais blague à part, franchement, alors je comprends l'idée de mettre de la concurrence à Richardson. Oui. Mais bon, on l'évoque plus parce que ça reste Daniel Jones, etc. Mais ça, c'est quand même pas très enthousiasmant pour les fans des Colts. Non, c'est pas très enthousiasmant, c'est pas forcément rassurant parce que ça veut quand même dire qu'après 2 ans, 2 ans d'investissement sur un quarterback quand même choisi par la franchise, il y a toujours des doutes et on le comprend. Pour le coup, on comprend qu'il y ait toujours des doutes sur Anthony Richardson, mais malgré tout, ça les appuie encore un peu plus ces doutes, le fait qu'on lui mette un quarterback un quarterback en concurrence pour le coup. On n'est pas sur un profil, tu vois, comme Joe Flacco l'an dernier, où en cours de saison, il y a une blessure, on va chercher un vétéran parce qu'il faut sauver les meubles et merci. Là, on est sur un jeune quarterback qui, quand même, a été choisi au premier tour. Alors, sans doute n'aurait-il pas dû être choisi au premier tour, mais c'est une autre histoire. Mais en tout cas, sur un quarterback qui a conduit une fois New York en playoff, qui finalement peut vraiment concurrencer Anthony Richardson. Donc, ça appuie ce côté inquiétude autour du profil du jeune quarterback. D'autant plus, je trouve, qu'on est en NFL là, depuis 2-3 ans, on est quand même dans une ligue qui commence de plus en plus à accepter, mine de rien, qu'elle
jugent parfois trop hâtivement les quarterbacks. On a vu le joli rebond de Baker Mayfield à Tampa. On a vu le rebond de Geno Smith chez les Seahawks. Sam Darnold a fait une belle saison l'an dernier. Et ce que je veux dire par là, je ne dis pas que Daniel Jones a le niveau de ces mecs-là, attention. Hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une petite musique, à mon sens, qui commence à se construire en NFL sur le fait que, il est possible, dans un bon cadre, dans un bon coaching, avec un bon coaching staff, de relancer certains quarterbacks. Et donc, est-ce que du côté des Colts, on ne se dit pas, si Richardson nous plante entre les mains cette saison, autant tenter le coup avec un jeune quarterback sur lequel on peut encore avoir une influence, peut-être. Voilà, ça, c'est, on va dire, sur le côté très, très, très optimiste, parce que malheureusement, et je suis plutôt dans le camp des pessimistes, on a 2 quarterbacks qui ont, ce qui pour moi est le plus rédhibitoire possible en NFL, c'est un problème de précision chronique et maladif presque. Et à partir de là, pour moi, quand tu as des quarterbacks qui galèrent à faire des passes courtes et intermédiaires à 75% de précision, ou à aller 70% pour être gentil, je ne vois pas très bien ce que tu espères en NFL. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, sur tes exemples, Geno Smith, Sam Darnold, oui, mais Baker Mayfield, tu vas me le respecter un petit peu, s'il te plaît. Parce que Daniel Jones rêve tous les jours de faire ce que Baker Mayfield a fait à Cleveland. Non, mais de rebondir dans le sens, on a quand même un quarterback qui est balancé de son équipe par laquelle il a été drafté et qui rebondit ailleurs, tu vois. Je suis d'accord, mais respectons mon Baker chéri. Non, après Daniel Jones, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui trouve qu'il est nul depuis le début de sa carrière. Il a eu 6 mois corrects. Tout le monde s'est enflammé, alors que 6 mois corrects, nous a quand même expliqué qu'il a emmené les Giants en playoff. Il a lancé qu'un touchdown. Hein, donc, faut se calmer. Par contre, moi, ce qui m'a fait peur l'année dernière, et je suis désolé, je fais peut-être un peu de discussion de comptoir, mais on a vu beaucoup de joueurs qui, quand ils ont eu des problèmes de coups, ont eu de plus en plus de mal à lancer. Confère Peyton Manning, par exemple. Et j'ai trouvé que, oui, ça n'a jamais été un grand lanceur de balles profondes, mais j'ai trouvé que vraiment l'année dernière, tu avais l'impression qu'il n'avait plus de puissance dans son bras, enfin qu'il n'arrivait plus à activer sa mécanique. Et je me demande à quel point physiquement il est encore en état de n'être, ne serait-ce que de Daniel Jones qu'il a été. Mais par contre, je suis d'accord avec ton point de vue, c'est-à-dire qu'il reste quand même relativement jeune. Tu peux te dire, je relance, en effet, comme Sam Darnold s'est relancé. Après, c'est vraiment, va falloir faire un choix vite. C'est vraiment 2 styles d'attaque totalement différents. Ouais. Enfin, Daniel Jones, c'est un bon coureur, attention, c'est pas ce que je dis, mais bon, Richardson, c'est vraiment une attaque à la Jalen Hurts de il y a 2 ans. Où, là, Daniel Jones, c'est un peu différent quand même. Donc, va vite falloir quand même, quand tu dessines ton cahier de jeu, tu vas pas pouvoir dessiner 2 cahiers de jeu. Donc, va vite falloir décider lequel tu prends. Il va vite falloir décider. Et malheureusement, moi, c'est ce qui me fait peur. Je crains que les Colts se relancent un peu dans une saison comme l'an dernier. Anthony Richardson va être un peu plus performant, on va dire, en camp d'entraînement, un peu plus on va sentir qu'il y a un peu plus d'explosivité, un peu plus de jeunesse, tout ça. On va partir là-dessus avec les Colts. Et ça va commencer à paniquer au bout de 3-4 défaites. Station va avoir peur pour son poste parce qu'il a quand même un propriétaire un peu fou avec Jimmy Irsay qui peut changer du jour au lendemain. Et il va balancer Daniel Jones par sécurité. On va alterner le bon, le moins bon. Et je crains vraiment que les Colts se soient enfermés dans une sorte de purgatoire au niveau du poste de quarterback là depuis quelques temps et compliqué d'en sortir. Irsay, ça dépendra de à quel niveau et le volume de la bouteille. C'est encore un autre problème. Bon, on a fait le tour. Merci à toi, Raphaël. Avec plaisir. On vous rappelle qu'il y a beaucoup de choses à retrouver sur Touchdown Actu. Il y a déjà les podcasts draft qui ont commencé avec les quarterbacks. Il y a un excellent épisode de Jean-Michel et de Tonio qui est disponible, évidemment, des podcasts draft. Ça va être tout au long du prochain mois et demi. Il y aura aussi les débriefs par équipe après la draft. Donc, c'est même 2 mois de draft qui nous attendent. On va continuer à vous accompagner. Il y a beaucoup d'articles très intéressants qui vont sortir sur Touchdown Actu. On a eu les Bengals, on va avoir d'autres thèmes comme ça, des articles un peu plus des tribunes, plus que des news. N'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus. Donc, encore une fois, beaucoup de choses. On ne vous lâche pas. On est là pour vous faire vivre le foot américain, même quand il n'y a plus de match le dimanche. Et on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Salut!
To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa. Easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. Are your ulcerative colitis symptoms proving difficult to manage? Tremfya guselkumab can help you manage the cycle of UC symptoms. At 1 year, many patients taking Tremfya achieved clinical remission, and some patients also achieved endoscopic remission. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions and increased risk of infections may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Ask your doctor if Tremfya can help you manage the cycle of UC symptoms. Call 1-800-526-7736 to learn more, or visit tremfyaradio.com.